Bonjour à tous les esprits curieux. En 1994, la saga Karate Kid opère un virage audacieux et inattendu. Plutôt que de poursuivre l'aventure sous le soleil californien, elle choisit de s'installer dans le Boston des années 90, une ville à l'atmosphère lourde, marquée par son histoire et les séquelles de l'après-guerre du Golfe. Ce déplacement géographique n'est pas qu'un simple changement de décor. Il traduit la volonté des créateurs de rompre avec la formule établie, d'explorer de nouveaux territoires narratifs et de donner à la franchise une dimension plus mature et introspective. Boston, avec ses rues pavées, ses bâtiments chargés de mémoire et son climat souvent gris, devient le reflet des tourments intérieurs des personnages, tout en offrant un contraste saisissant avec l'ambiance solaire et insouciante des précédents volets. C'est dans ce contexte que l'on fait la connaissance de Julie Pierce, une adolescente de 17 ans dont la vie a été bouleversée par la perte tragique de ses parents. Orpheline, elle vit désormais avec sa grand-mère Louisa, une femme bienveillante mais elle-même marquée par les épreuves. Julie est en colère, repliée sur elle-même, et peine à trouver sa place dans un monde qui lui semble hostile. Sa relation avec Louisa est empreinte de tendresse, mais aussi de maladresse, chacune tentant de panser ses propres blessures tout en cherchant à préserver l'autre. Cette dynamique familiale complexe pose les bases d'un récit centré sur la reconstruction et la quête d'un nouvel équilibre. Pour Julie, le karaté n'est pas seulement un sport ou un passe-temps, c'est un véritable exutoire. Sa pratique solitaire, souvent nocturne, traduit une urgence à canaliser sa rage et sa douleur. Le karaté devient pour elle un moyen de reprendre le contrôle sur une existence qui lui échappe, de transformer sa colère en énergie constructive. Mais cette discipline, héritée de son défunt père, reste encore brute, instinctive, loin de la sagesse et de la maîtrise que prône la philosophie Miyagi. C'est dans cette tension entre violence intérieure et recherche d'apaisement que réside la richesse du personnage de Julie. L'arrivée de M. Miyagi à Boston marque un tournant décisif. Le célèbre mentor, porteur d'une sagesse ancestrale, se rend dans la ville pour assister à une cérémonie militaire en hommage à un ancien camarade d'armes, soulignant ainsi la profondeur de ses racines et la fidélité à ses valeurs. Sa rencontre avec Julie n'est pas fortuite. Il perçoit immédiatement la détresse de la jeune fille et, touché par sa situation, accepte de veiller sur elle durant l'absence de Louisa. Cette décision, loin d'être anodine, amorce une relation mentor-élève inédite, où l'apprentissage du karaté devient le vecteur d'une transmission intergénérationnelle et interculturelle. Le quotidien de Julie est loin d'être apaisé. Au lycée, elle doit faire face à l'Alpha Elite, un groupe paramilitaire composé d'élèves en uniforme, dirigé d'une main de fer par le colonel Dugan. Ce groupe, qui prône la discipline et la force brute, incarne une forme de violence institutionnalisée et insidieuse. Julie, déjà fragilisée par son histoire personnelle, devient la cible de leur harcèlement, ce qui accentue son sentiment d'isolement et d'injustice. Contrairement aux précédents films, où le tournoi de karaté servait de point d'orgue, ici, l'enjeu principal est la guérison intérieure de Julie, sa capacité à résister à la pression et à l'intimidation sans sombrer dans la violence. L'affrontement final, loin d'être un simple combat sportif, prend une dimension profondément personnelle et symbolique. Julie doit mettre en pratique les enseignements de Miyagi, non seulement pour se défendre physiquement, mais surtout pour affronter ses propres peurs et se libérer de ses démons intérieurs. Ce duel, chargé d'émotions, illustre la victoire de la maîtrise de soi sur la brutalité, de la résilience sur la vengeance. Il s'agit moins de vaincre un adversaire que de se réconcilier avec soi-même et de s'affirmer face à l'adversité. Autour de Julie gravitent des personnages secondaires essentiels à son évolution. Eric, un camarade de classe sincère et loyal, lui apporte un soutien indéfectible, l'aidant à surmonter sa méfiance et à s'ouvrir à l'amitié. Louisa, sa grand-mère, joue un rôle de catalyseur en favorisant la rencontre avec Miyagi et en encourageant Julie à ne pas renoncer. Ces figures, bien que discrètes, enrichissent le parcours de l'héroïne et illustrent l'importance du collectif dans la reconstruction individuelle. Ce nouvel opus se distingue par son choix de privilégier l'intimité et la psychologie des personnages, délaissant les grands affrontements publics au profit d'une exploration plus subtile de la résilience et de la transmission. À travers le parcours de Julie, le film interroge la notion d'héritage, la capacité à se reconstruire après le traumatisme et la force intérieure nécessaire pour affronter l'adversité. En réinventant les codes de la saga, The Next Karate Kid propose une réflexion profonde sur la filiation, la guérison et la quête de sens, offrant ainsi une lecture renouvelée
et enrichi de l'héritage Karate Kid. Avant de passer au chapitre suivant, si cette analyse vous plaît, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à partager vos impressions en commentaire. Même si vous n'avez rien à ajouter, écrivez simplement « savoir » pour soutenir la chaîne et montrer que vous êtes là. Merci à tous pour votre présence et votre soutien, et poursuivons ensemble cette exploration. 5 ans après la trilogie originale, la franchise semblait épuisée. Les spectateurs pensaient avoir fait leurs adieux à Daniel LaRusso et à son mentor, Mr. Miyagi. Pourtant, dans les coulisses, Columbia Pictures cherchait à raviver la flamme d'un phénomène culturel qui avait marqué toute une génération. Plutôt qu'une suite directe, Columbia Pictures opte pour un spin-off, centré sur Miyagi, mais avec une héroïne inédite. Ce choix audacieux naît d'une volonté de surprendre le public et de renouveler la formule. D'ailleurs, le studio hésite longtemps avant de confier le rôle principal à une jeune actrice alors inconnue, Hilary Swank. Ce choix reflète l'évolution du cinéma des années 90, plus sombre et nuancé, et l'émergence de figures féminines fortes. Hilary Swank, future double oscarisée, impressionne dès ses premiers essais par son intensité et sa détermination, donnant à Julie un caractère authentique et vulnérable. Boston remplace la Californie, ancrant le récit dans une réalité plus dure. Ce décor urbain, loin des plages ensoleillées, symbolise le passage à l'âge adulte et les défis d'une jeunesse en quête de repères. Le tournage en hiver ajoute une atmosphère froide et authentique, renforçant le contraste avec les opus précédents. L'Alpha Elite incarne les inquiétudes post-guerre froide sur l'autorité et l'éducation. Inspiré par la montée des mouvements disciplinaires dans les écoles américaines, ce groupe fictif reflète les tensions de l'époque, où l'on s'interroge sur les limites du pouvoir et de la rébellion adolescente. L'absence de Daniel LaRusso permet à Julie d'exister pleinement. Pour la première fois, Miyagi transmet son savoir à une élève qui doit affronter ses propres démons, sans l'ombre du passé. Cette décision scénaristique offre une liberté narrative inédite à la saga. Le film tente de moderniser la saga tout en préservant l'âme de Miyagi. Les chorégraphies de combat sont repensées, mêlant tradition et modernité, tandis que la relation maître-élève gagne en profondeur émotionnelle. Il s'affirme comme une expérience nouvelle, prouvant que l'esprit de Karate Kid dépasse un seul élève. Anecdote, Hilary Swank, pour se préparer, s'est entraînée intensivement avec des maîtres de karaté, preuve de son engagement total. The Next Karate Kid, malgré ses risques, s'inscrit ainsi dans la continuité d'une saga qui ose se réinventer. Au cœur du film, on trouve la gestion de la colère et du deuil, deux émotions puissantes qui façonnent le parcours de Julie. Ces sentiments, souvent tabous, sont ici explorés avec une grande sensibilité, révélant leur impact profond sur la construction de soi. La colère, loin d'être simplement destructrice, devient un moteur, une énergie brute que Julie doit apprendre à comprendre et à canaliser. Le deuil, quant à lui, s'insinue dans chaque geste, chaque silence, rendant palpable la difficulté de tourner la page après une perte aussi immense. Julie, profondément marquée par la perte brutale de ses parents, se retrouve submergée par une rage sourde et une tristesse qu'elle ne sait pas exprimer. On la voit souvent contempler des photos de famille, ou s'isoler dans des lieux chargés de souvenirs, illustrant la difficulté de faire face à l'absence. Grâce à la patience et à la sagesse de Miyagi, elle va peu à peu apprendre à canaliser ses émotions, à transformer sa colère en énergie positive. Par exemple, lors de leurs premiers entraînements, Miyagi ne cherche pas à réprimer la colère de Julie, mais à lui montrer comment la transformer en force créatrice, en détermination. L'enseignement de Miyagi dépasse largement le cadre du karaté. Il s'agit avant tout de trouver la paix intérieure, d'apprendre à se connaître et à accepter ses failles. La méditation, la respiration et la discipline deviennent des outils pour apaiser l'esprit et reconstruire l'estime de soi. On assiste à des scènes où Julie, d'abord réticente, finit par s'ouvrir à ces pratiques, découvrant peu à peu leur pouvoir apaisant. La nature, omniprésente, sert de décor à ces moments de recentrage, soulignant l'importance de l'harmonie entre le corps et l'esprit. Miyagi transmet à Julie un héritage spirituel précieux, fait de respect, de patience et de résilience. Cette transmission ne passe pas seulement par des mots, mais aussi par des gestes symboliques, comme le don d'un objet chargé de sens ou un simple regard complice. Pour Julie, il s'agit aussi de transformer la douleur héritée de son père en une force nouvelle, capable de la guider vers l'avenir. On comprend alors que l'enseignement de Miyagi est une invitation à la résilience,
à la capacité de se relever malgré les épreuves. La scène du waltz, pleine de grâce et de douceur, symbolise l'équilibre à retrouver dans la vie. Ce n'est pas seulement un apprentissage pour le combat, mais une leçon sur l'harmonie, la confiance et la capacité à avancer malgré les épreuves. À travers la danse, Julie apprend à lâcher prise, à faire confiance à l'autre et à elle-même. Ce moment suspendu contraste avec la violence du monde extérieur, offrant une parenthèse de beauté et de légèreté, mais aussi un exemple concret de la manière dont l'art et la discipline peuvent aider à surmonter la douleur. L'adolescence de Julie, marquée par l'isolement et la solitude, devient un chemin de reconstruction. Chaque pas, chaque effort pour sortir de sa coquille, témoigne de sa volonté de se relever et de se réinventer. On la voit errer dans des couloirs vides, s'asseoir seule sur un banc, mais aussi, petit à petit, s'ouvrir aux autres et à de nouvelles expériences. Cette évolution, lente et parfois douloureuse, illustre la difficulté, mais aussi la nécessité de se confronter à ses peurs pour grandir. Le film met en opposition la discipline bienveillante et empathique de Miyagi à l'autorité toxique et brutale de Dugan. Ce contraste met en lumière deux visions de l'éducation et de la transmission, l'une basée sur la confiance, l'autre sur la peur. Par exemple, lors des séances d'entraînement, on observe la différence entre l'encouragement patient de Miyagi et la pression agressive de Dugan, qui cherche à imposer sa volonté par la force. Cette dualité questionne la notion même d'autorité et invite à réfléchir sur les conséquences de chaque méthode sur le développement personnel. La véritable force, ici, réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à rester calme face à l'adversité, et non dans la domination ou la violence. Julie apprend, au fil du récit, que la puissance intérieure ne se mesure pas à la capacité de vaincre l'autre, mais à celle de se contrôler soi-même. Cette leçon, illustrée par de nombreux exemples, comme lorsqu'elle choisit de ne pas répondre à la provocation, est au cœur du message du film. Le combat central du film est avant tout idéologique. Il oppose deux manières de voir le monde, deux façons de grandir. Plus qu'un affrontement physique, c'est une quête de sens et d'équilibre intérieur qui se joue sous nos yeux. À travers les dialogues et les confrontations, le film invite le spectateur à s'interroger sur ses propres valeurs, sur la manière dont il gère ses émotions et sur ce qu'il souhaite transmettre aux générations futures. Julie entame un parcours de guérison, passant de la défiance à la confiance. Au début du film, elle se sent profondément isolée, marquée par la perte de ses parents et la difficulté à s'intégrer dans son nouvel environnement. Submergée par ses blessures et ses doutes, Julie adopte une attitude de repli, se protégeant derrière une carapace d'agressivité et de méfiance. Mais peu à peu, grâce à la présence bienveillante de Miyagi, elle laisse tomber ses défenses, prête à accueillir un nouveau souffle dans sa vie. Ce processus n'est pas immédiat. Il s'agit d'un cheminement fait de petits pas, de rechutes et de progrès, qui reflète la complexité de la reconstruction après un traumatisme. Miyagi, plus vulnérable et paternel que jamais, adapte son enseignement à la douleur unique de Julie. Contrairement à ses précédents élèves, il perçoit chez elle une souffrance profonde, liée à un sentiment d'abandon et à une colère rentrée. Il comprend que chaque cicatrice raconte une histoire, et il prend le temps d'écouter la sienne, offrant patience et bienveillance. Cette posture d'écoute active est essentielle. Miyagi ne cherche pas à imposer ses méthodes, mais à accompagner Julie à son rythme, respectant ses silences et ses résistances. Il devient ainsi une figure paternelle de substitution, comblant le vide laissé par la disparition de ses parents. Leur relation, fondée sur la patience et la compréhension, devient le cœur du film. Ensemble, ils apprennent à se faire confiance, à partager leurs peurs et à avancer malgré les obstacles. Cette dynamique met en lumière l'importance du dialogue intergénérationnel et de la transmission des valeurs. Miyagi ne se contente pas d'enseigner le karaté comme un art martial, mais comme une philosophie de vie, où l'écoute, la compassion et le respect de soi sont primordiaux. Julie, de son côté, apprend à s'ouvrir, à exprimer ses émotions et à accepter l'aide d'autrui, ce qui marque une évolution majeure dans son parcours. Le séjour au monastère marque un tournant décisif dans l'histoire. Isolée du tumulte du quotidien, Julie découvre la paix et l'équilibre dans un environnement propice à l'introspection. Loin des pressions sociales et des conflits, elle s'initie à la méditation et à la discipline intérieure, apprenant à canaliser ses émotions et à trouver un espace pour respirer et se reconstruire. Ce passage symbolise la nécessité de se retirer du monde pour mieux y revenir, transformer. Le monastère devient ainsi un lieu de renaissance, où Julie commence à se réconcilier avec elle-même. Elle apprend à utiliser sa force pour se maîtriser, pas pour se venger.
À travers le karaté, Julie canalise sa colère et transforme sa douleur en énergie positive, découvrant une nouvelle confiance en elle. Cette évolution est centrale dans le récit. Le karaté n'est pas présenté comme un simple moyen de défense, mais comme un outil de développement personnel. Julie comprend que la véritable force réside dans la maîtrise de soi, la gestion des émotions et la capacité à faire face à l'adversité sans céder à la violence. Cette leçon, transmise par Miyagi, fait écho à la philosophie orientale du karaté-do, où l'art martial devient un chemin vers la paix intérieure. Miyagi, confronté à ses propres pertes, trouve un nouveau sens à sa mission. En aidant Julie, il revisite ses souvenirs, notamment ceux de sa femme et de ses anciens élèves, et comprend que la transmission est aussi un chemin de guérison pour lui. Ce parallèle entre les deux personnages enrichit la narration. Chacun porte ses blessures, mais c'est dans la rencontre et le partage qu'ils trouvent la force d'avancer. Miyagi réalise que chaque élève lui apporte aussi une leçon, et que l'enseignement est un échange, pas un simple transfert de savoir. Julie s'ouvre au monde, sauve un faucon, se lie à Eric, et retrouve confiance. Ces rencontres et ces gestes symboliques l'aident à s'affirmer, à s'ouvrir aux autres, et à croire de nouveau en l'avenir. Le faucon, en particulier, incarne la liberté retrouvée, et la capacité à s'élever au-dessus de ses souffrances. Sa relation avec Eric, quant à elle, montre que l'amitié et l'amour peuvent être des moteurs puissants de transformation. Ces éléments secondaires enrichissent le portrait de Julie et illustrent la diversité des ressources qui contribuent à sa reconstruction. Miyagi, en aidant Julie, réaffirme sa vocation de guide et de guérisseur. Il découvre que chaque élève lui apporte aussi une leçon et que l'écoute et la compassion sont au cœur de son art. Cette dimension humaniste du personnage de Miyagi est renforcée dans ce film. Il n'est pas seulement un maître de karaté, mais un passeur de valeurs, un accompagnateur de vie blessée. Son approche, basée sur la bienveillance et l'humilité, contraste avec les méthodes plus brutales des antagonistes, soulignant l'importance d'une pédagogie respectueuse et empathique. Ensemble, ils prouvent que la transmission va dans les deux sens. Leur histoire montre que l'apprentissage et la guérison sont partagés, et que chacun, à sa façon, peut offrir un nouveau souffle à l'autre. Cette réciprocité est au cœur du message du film. Il n'y a pas de maître sans élève, ni d'élève sans maître. La relation entre Julie et Miyagi illustre la puissance de l'échange humain, où la vulnérabilité devient une force, et où la confiance mutuelle permet de surmonter les épreuves. The Next Karate Kid marque une rupture profonde avec la formule classique de la saga. Ici, tout change. Une nouvelle héroïne prend la relève, incarnant une énergie et une sensibilité différentes de Danielle LaRusso. Le décor aussi se transforme radicalement, puisque la Californie solaire et chaleureuse laisse place à Boston, une ville froide, urbaine, presque austère. Ce contraste géographique n'est pas anodin, il accentue le sentiment d'isolement de Julie, la protagoniste, et donne au film une ambiance plus mature et introspective. Contrairement au précédent volet où l'enjeu principal était la victoire lors d'un tournoi de karaté, ici, il s'agit avant tout de survie émotionnelle et de quête de paix intérieure. Julie doit affronter ses propres démons, bien plus que des adversaires sur un tatami. L'Alpha Elite, groupe paramilitaire d'étudiants, incarne une menace psychologique et sociale, bien différente des rivaux sportifs et parfois caricaturaux des premiers films. Leur présence évoque une pression constante, une forme d'intimidation institutionnalisée qui pousse Julie dans ses retranchements. Le climax du film, une confrontation nocturne dans un décor urbain, privilégie l'émotion brute à la simple compétition sportive. Ici, la violence n'est pas glorifiée, mais sert à exprimer la détresse et la résilience des personnages. Les gros plans sur les visages, les échanges tendus, mettent en avant la dimension humaine du conflit, bien plus que la technique martiale. L'introduction du monastère bouddhiste et des moines enrichit la philosophie de Miyagi, en élargissant la portée spirituelle du récit. Là où les premiers films se concentraient sur l'équilibre entre force et sagesse, ce volet explore la méditation, la compassion et la guérison intérieure. Des scènes, comme la danse solitaire de Julie, ou le soin apporté à un oiseau blessé, servent de métaphores visuelles. Elles illustrent la reconstruction de soi, la douceur face à la violence et la possibilité de renaissance après la souffrance. Ces choix, parfois déroutants pour les fans de la première heure, témoignent d'une volonté assumée de réinventer la saga. The Next Karate Kid ne se contente pas de répéter la formule, mais ose explorer de nouveaux territoires narratifs et stylistiques, offrant ainsi une lecture plus nuancée et contemporaine du mythe du karatéka.
À sa sortie en 1994, The Next Karate Kid est accueilli froidement par la critique et le public. Beaucoup regrettent l'absence de Daniel LaRusso, figure emblématique de la saga, et peinent à s'attacher à ce nouvel opus. Le scénario est jugé faible, manquant de la profondeur émotionnelle et des enjeux qui avaient fait le succès des précédents volets. Les critiques pointant du doigt une intrigue trop linéaire et des personnages secondaires peu développés. Hilary Swank, alors inconnue, divise le public. Certains saluent son énergie et sa sincérité, tandis que d'autres la trouvent trop différente de Ralph Macchio. Pourtant, quelques critiques notent déjà son potentiel d'actrice, évoquant une performance prometteuse malgré un rôle sous-écrit. Sur le plan commercial, le film est un échec cuisant. Il réalise des recettes bien inférieures aux attentes, ce qui semble enterrer définitivement la franchise. Les studios hésitent à investir dans de nouveaux projets Karate Kid. Pourtant, au fil des années, The Next Karate Kid trouve son public. Une niche de fans passionnés redécouvre le film en VHS ou lors de diffusions nocturnes à la télévision. Il acquiert peu à peu un statut culte, apprécié pour son originalité et son audace. Le choix d'une héroïne féminine, rare à l'époque dans les films d'arts martiaux, est aujourd'hui salué comme précurseur. Julie Pierce devient un symbole pour de nombreuses jeunes filles, ouvrant la voie à plus de diversité dans le genre. Avec le temps, la performance de Swank est réévaluée à la lumière de sa brillante carrière. Son Oscar pour Boys Don't Cry pousse certains à revisiter ses débuts, découvrant une actrice déjà habitée par une grande intensité. L'intégration de Julie Pierce dans l'univers de Cobra Kai, même évoquée, redonne au film une pertinence nouvelle. Les fans réclament son retour et la série contribue à réhabiliter ce chapitre oublié. Finalement, The Next Karate Kid s'impose comme un chapitre à part, prouvant que la philosophie de Miyagi transcende les générations et les genres. Son message universel continue d'inspirer, bien au-delà de ses débuts difficiles. The Next Karate Kid reste un film imparfait, longtemps mal aimé, souvent relégué au second plan dans la mémoire collective des fans de la saga. Pourtant, il occupe une place singulière, presque à part, dans l'histoire du cinéma des années 90 et dans l'évolution de la franchise. Car il ose renouveler la franchise, prenant le risque de s'éloigner des sentiers battus et d'introduire une héroïne là où l'on attendait un héritier masculin. Le film explore des thèmes plus sombres et psychologiques, abordant la solitude, la quête d'identité et la difficulté de trouver sa place dans un monde qui change. Le duo Swank-Morita offre une nouvelle profondeur à la relation maître-élève, dépassant la simple transmission de techniques pour toucher à l'humain, à la confiance et à la résilience. Le film rompt avec la formule classique, privilégiant l'intime au spectaculaire et invitant le spectateur à s'attacher aux failles et aux forces de ses personnages. Il pose la question essentielle à toute saga. Faut-il répéter la recette ou oser réinventer? Ce dilemme traverse toute l'histoire du cinéma populaire. Avec le recul, The Next Karate Kid apparaît comme un précurseur, un film qui, malgré ses maladresses, a ouvert la voie à une réflexion sur la transmission et l'évolution des mythes. Il a permis à une nouvelle génération de se projeter dans l'univers du karaté, d'y trouver sa place et de s'approprier l'héritage de Miyagi. Malgré ses défauts, le film prouve que l'héritage de Miyagi peut toucher tous les publics, transcender les générations et inspirer chacun à trouver sa propre voie. En définitive, The Next Karate Kid nous rappelle que chaque chapitre, même imparfait, enrichit la légende. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification et à suivre la chaîne sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont en description. Et comme toujours, continue à apprendre.